On va changer de thématique un petit peu. On va passer au problème des maladies d'inoculation et aux problèmes des piqûres de tiques. Donc, une histoire assez typique de consultation en réalité. Un patient de 70 ans, grand chasseur, en forêt, et qui s'est fait piquer par ce qu'il appelle une bestiole sur la cheville, et qui a maintenant une croûte noire au niveau de la piqûre et une lésion rose qui s'étend autour de cette croûte noire. Ça ne le gêne pas, ça commence déjà à guérir, mais il en profite, il vous la montre. Bon, quel est le diagnostic à évoquer ici? La réponse est simple. Je pense que vous l'avez tous, c'est un érythème chronique migrant qui est tout à fait pathognomonique d'une maladie de Lyme en phase primaire. Alors, quels examens complémentaires demanderiez-vous pour le confirmer? C'est une question piège, car la réponse est aucun. Vous savez qu'il y a une conférence de consensus pour la maladie de Lyme, elle doit dater de 2006 ou 2007. Elle pose la question de manière très claire et elle y répond de manière extrêmement claire. Quel examen complémentaire nécessaire pour un érythème chronique migrant typique? Eh bien, la réponse est aucun. Donc dans la vraie vie, vous pouvez discuter de l'intérêt en fonction du caractère typique ou pas de la lésion que vous avez sous les yeux. Mais ici, pour le CN, c'était une histoire tout à fait typique, avec une lésion typique. Et la réponse est aucun examen complémentaire. Donc cet érythème chronique migrant affirme le diagnostic. Cette question valait donc 15 points sur 100. Deuxième question. Quelle est la bestiole en question et que transmet-elle? Ici, c'est une question de cours toute simple. On doit voir ce que transmettent les tiques. Donc, même si vous ne saviez pas entièrement répondre, vous savez au moins que ça transmet la borréliose de Lyme, puisque c'était la réponse à la question d'avant. Et donc, ceci vous valait 5 sur 15, c'était vraiment l'élément le plus important à ne pas rater. Deuxièmement, vous ne devez pas oublier non plus que les tiques transmettent les rickettsioses. S'il y avait 2 pathogènes à retenir, en réalité, ce serait certainement borréliose et rickettsiose. Troisièmement, arbovirose. Certaines arboviroses sont transmises par les tiques, et vous connaissez l'encéphalite à tiques en Europe de l'Est. Et en fait, dans tout l'Est du continent eurasien, de l'Alsace jusqu'à Vladivostok, c'est le territoire de l'encéphalite à tiques. Et donc, une arbovirose transmise par les tiques. Dernier point, mais ça c'est un petit peu moins important à connaître, c'est aussi un mode de transmission, mais plus rare, des coccyelloses. Donc ici, vous deviez dire rickettsiose, borréliose, éventuellement l'encéphalite à tiques, arbovirose, et pour les virtuoses, coccyellose. Question numéro 3. Quel traitement allez-vous lui prescrire quand vous allez le revoir pour le traiter? Donc, certainement, il faut le traiter. Il y a un érythème chronique migrant. C'est un traitement qui va être ambulatoire. C'est un traitement qui repose uniquement sur une antibiothérapie active sur Borrelia par voie orale. Et en fait, vous avez 2 options thérapeutiques. La première option thérapeutique, c'est l'amoxicilline, 1 g x 3 par jour pendant 2 semaines. Et l'autre option thérapeutique, c'est la doxycycline, 100 mg 2 fois par jour, également pendant 2 semaines. La conférence de consensus nous dit que si vous avez des lésions multiples d'érythème chronique migrant, c'est la seule situation où vous seriez amené à prescrire 3 semaines de traitement au lieu de 2. Et pour la croûtelle noirâtre aussi de l'inoculation, les soins locaux suffisent, Biceptine, l'antiseptique de votre choix. On surveille cliniquement l'efficacité et la tolérance du traitement. Et la lésion va mettre environ 1 mois à disparaître. Y a-t-il une indication à traiter un patient chez qui on découvre une sérologie Lyme positive de façon fortuite? C'est une excellente question et la réponse est non. Totalement non. En fait, si vous faites des sérologies de Lyme, des patients, je ne sais pas moi, des gardes forestiers dans l'est de la France, vous aurez au moins 30% de sujets parfaitement sains qui ont une sérologie de Lyme positive. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas une fausse sérologie de Lyme, non, ils ont fait une maladie de Lyme, peu ou pas symptomatique, et puis qui a guéri. Et donc il n'y a aucune indication à les traiter, ils ont guéri. On interprète une sérologie de Lyme que dans la perspective d'un contexte clinique. Trouver une sérologie de Lyme positive et un tableau de méningo-radiculite, ça, c'est évocateur d'une méningo-radiculite de Lyme. Ça appelle un bilan complémentaire, une ponction lombaire, des choses qu'on va revoir, et un traitement spécifique. Il n'y a pas de traitement post-exposition, après une piqûre de tique, en dehors de contexte très particulier. Ça se discute chez les tout petits enfants, chez les femmes enceintes, chez les sujets immunodéprimés. C'est pas du tout une certitude. Et puis, c'est la seule situation post-exposition où on peut discuter un traitement par amoxicilline. Sinon,
on ne traite pas une sérologie, certainement pas. On ne fait pas de sérologie au sujet exposé, on ne fait pas de sérologie après une piqûre accidentelle par une tique. On attend l'éventuelle, mais pas du tout certaine, apparition d'un érythème chronique migrant. On va passer à la question numéro 4. Donc il n'est pas revenu vous voir, mais voilà, il commence à avoir des soucis. Il a écourté une chasse au faisan, parce qu'il avait une faiblesse de la jambe droite, des douleurs de la face antéro-interne de cuisse et de la jambe. Et le tableau s'aggrave. Donc un tableau déficitaire sensitivo-moteur que vous devez caractériser en termes diagnostiques et explorer avec les bons examens complémentaires. Alors, quel diagnostic évoquez-vous ? Eh bien, on a le tableau d'une atteinte radiculaire sensitive et motrice qui fait évoquer l'atteinte tout à fait typique de la maladie de Lyme, qui est la méningo-radiculite, caractéristique de la phase secondaire d'une maladie de Lyme qui n'a pas été traitée dans sa phase primaire. Donc, il y a eu un antécédent d'érythème chronique migrant qui n'a pas été traité. Il y a des douleurs et des parésies dans un territoire qui est L4, L5. Vous voyez le tableau antéro-interne de cuisse plus jambe. Et puis, atteinte du releveur du gros orteil, du releveur commun des orteils. Donc, un tableau L4, L5 droit, à distance de l'épisode cutané. Donc, un tableau clinique très évocateur. Quels examens complémentaires ? La sérologie de la maladie de Lyme. On fait un dépistage par une technique ELISA, une confirmation par un Western blot. Ça, c'est dans le sang. Ensuite, devant cette suspicion de radiculite et donc de méningo-radiculite, une ponction lombaire avec une analyse cytologique. On pourra trouver une méningite lymphocytaire en cas de méningo-radiculite. Biochimique, s'il y a une atteinte méningée, on aura une hyperprotéinorachie. La glycorachie est souvent normale. Et puis on recherche pour un diagnostic de certitude la présence d'anticorps anti-borrelia dans le liquide céphalorachidien. Éventuellement, si vous avez besoin d'un électromyogramme pour confirmer la sémiologie neurologique, il pourra être prescrit, de même que l'IRM médulaire, si vous pensez qu'il y a une méningo-myélo-radiculite. Alors, question 5. Quels sont les principes de votre traitement si le diagnostic est confirmé ? Alors, c'est une maladie de Lyme en phase secondaire, c'est une forme sévère avec une probable méningo-radiculite d'aggravation assez rapide, donc qui justifie d'une hospitalisation, d'une prise en charge étiologique avec une antibiothérapie qui est parentérale intraveineuse, bactéricide, avec une bonne diffusion ménagée et une activité sur Borrelia. En pratique, c'est la ceftriaxone qu'on utilise, 2 grammes par jour pendant au moins 3 semaines. Il y a un traitement symptomatique, il y a la rééducation motrice, le traitement antalgique, et puis il y a une surveillance clinique et paraclinique de l'efficacité et de la tolérance. On ne répète pas forcément la ponction lombaire si l'évolution est favorable. On ne fait pas de suivi sérologique, puisque la sérologie met au moins 2 ans à se négativer, qu'il s'agisse d'un érythème chronique migrant typique, qu'il s'agisse de maladie de Lyme en phase secondaire ou plus. 1 an plus tard, il part encore chasser la perdrix. Il revient avec un tableau de fièvre, de céphalée, d'algie diffuse, une éruption et à nouveau une sorte de lésion avec une croûte noire. Alors, quel diagnostic devez-vous évoquer dans ce contexte et quel est le nom de l'agent pathogène ? Dans ce contexte, la lésion noirâtre au niveau du membre inférieur évoque à nouveau une escarre d'inoculation après une nouvelle piqûre de tique, mais cette fois-ci transmettant un autre type de pathogène, fièvre, céphalée, éruption cutanée. On évoque volontiers une fièvre boutonneuse méditerranéenne. Donc l'escarre d'inoculation, le séjour dans le sud en zone d'endémie, la fièvre, les algies, l'éruption cutanée. On est devant le tableau probable d'une fièvre boutonneuse méditerranéenne. Quelle est l'histoire naturelle de la fièvre boutonneuse méditerranéenne et existe-t-il des moyens de prévention ? Alors, l'évolution. D'abord, ce n'est pas une maladie totalement anodine. Il y a quand même une mortalité qui n'est pas nulle, surtout chez les patients ayant des comorbidités, des patients cirrhotiques, une mortalité d'environ 5% à peu près. Et donc, ce n'est pas une maladie totalement banale. Donc, soit l'évolution est spontanément favorable, soit l'évolution va se faire vers une dégradation avec un tableau septique et de dégradation marquée de l'état général. Et chez des patients avec des comorbidités, c'est là qu'on peut avoir la survenue d'une mortalité. Comment prévenir la rickettsiose ? Il n'y a pas de chimioprophylaxie, c'est juste l'éviction des piqûres et des morsures de tiques
Et puis, dans le sud de la France, les équipes qui connaissent beaucoup la rickettsiose recommandent un traitement par cycline quand ils ont la notion de cette escarre d'inoculation avant même la survenue du tableau septicémique, enfin fébrile, algique et cutané. Il y a en fait deux types de grandes familles de rickettsiose, selon qu'elles soient transmises par les tiques ou par les poux. Et puis il y a deux tableaux cliniques différents, selon qu'on parle d'un tableau, enfin ça s'associe toujours fièvre, syndrome grippal, c'est un tableau cutané avec une éruption morbilliforme comme je vous ai mise là, et un tableau neurologique. Et en fait, selon les formes de rickettsiose, vous avez une dominante fièvre cutanée, comme ici la fièvre boutonneuse méditerranéenne, ou une dominante fièvre neurologique, comme par exemple la fièvre pourprée des Rocheuses, pour évoquer un tableau transmis par les tiques aux États-Unis. Donc ça, c'est les deux tableaux cliniques dominants. Dans les deux cas, l'évolution est celle que je vous ai dite, la fièvre boutonneuse méditerranéenne n'étant pas du tout la rickettsiose la plus grave. Question numéro 7. Quels sont les principes de votre traitement si ce diagnostic est confirmé? Donc un diagnostic de rickettsiose appelle 1. Une hospitalisation, un traitement en urgence, un traitement étiologique avec une antibiothérapie qui peut être par voie orale avec une bonne pénétration intracellulaire, active sur Rickettsia, donc en pratique, en première intention, des tétracyclines, la doxycycline, 100 mg x 2 par jour, pendant 5 à 7 jours. Prévention du risque thromboembolique, traitement symptomatique, avec les mesures adaptées, héparine de moléculaire si besoin, antipyrétique, paracétamol, toujours pareil, 1 g x 3 par jour, si température supérieure à 39 ou mal tolérée. Et puis une surveillance, des signes de complications, en particulier l'atteinte neurologique, myocardique, rénale, pneumopathie atypique, rare, ou l'évolution vers une forme maligne dont je vous parlais tout à l'heure avec une défaillance multiviscérale. Dernière question de ce dossier, quels sont les effets secondaires principaux du traitement antibiotique par tétracycline? Alors, ce qu'il faut retenir, le plus fréquent, c'est la phototoxicité. Je vous en parlais tout à l'heure au moment du dossier guyanais avec l'effet secondaire des cyclines au moment d'un séjour en pays tropical. Ça reste vrai, phototoxicité, c'est l'élément à pas rater pour une toxicité des cyclines. Deuxième effet secondaire important, les troubles digestifs, nausées, vomissements, épigastralgie sont assez fréquents. Après, quelque chose que vous connaissez généralement bien, c'est les troubles dentaires avec l'hypoplasie et la coloration jaune de l'émail dentaire jusqu'à l'âge de 8 ans, en fait jusqu'à la sortie des dents définitives, donc l'arrêt de la production de ces dents définitives. On décrit rarement des troubles vestibulaires, puis rarement des vraies toxidermies. Bon, les trois premiers éléments, digestif, cutané et l'émail dentaire, sont les trois principaux à citer pour une question comme ça.